Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 32e séance de Java. Nous allons parler des bases de données. Et si vous n'êtes absolument pas familier avec les bases de données, le langage SQL et comment faire des requêtes SQL en fait pour interroger une base de données, je vous renvoie directement sur le cours SQL de la chaîne puisque vous aurez besoin d'avoir ces connaissances-là. Puisque ici on ne va pas réviser, on ne va pas revoir en fait les requêtes SQL, on va directement utiliser ces requêtes-là au sein d'outils qu'on va employer en Java, donc des classes, principalement des interfaces, et on va effectuer des requêtes sur une base SQLite pour commencer, et ensuite une base MySQL. Ça, vous aurez vu les deux, et vous verrez que c'est en fait vraiment la même chose ensuite si vous voulez utiliser un autre système de gestion de base de données au niveau de votre application. Commençons d'abord par SQLite. On va faire le plus simple parce que SQLite, comme vous le savez, on travaille directement avec une version portable. On va avoir en fait la base de données qui va être embarquée directement avec l'application, donc pas de connexion à distance, et c'est plus pratique en tout cas pour des applications comme ça où on veut vraiment tout avoir ensemble et avoir nos données portables et non pas quelque chose avec une connexion à distance, même si on verra ça après avec MySQL. Pour cela, moi je me suis préparé une petite base de données rapidement. Je vous présente ici quelques produits que j'ai mis dans une base ici qui s'appelle base.db tout simplement, pour avoir quelques données à vous de faire votre propre base SQLite si vous voulez tester ensuite par la suite. Pour la vidéo où vous voulez vous exercer. Normalement, si vous faites du SQL, vous avez un minimum ces outils-là et vous avez de toute façon appris à le faire. On va utiliser cette base, donc vous voyez cette base, je l'ai placée directement ici, et on va avoir besoin d'un pilote, c'est-à-dire que Java va utiliser une API qui est JDBC, d'accord? C'est pour Java Database Connectivity, et à partir de là, en fait, on va s'assurer d'avoir une manière, si vous voulez, uniforme de pouvoir effectuer des requêtes SQL en tout cas sur un système de gestion de base de données, et pour cela il utilise un système de pilote. Donc on peut avoir plusieurs pilotes pour MySQL, plusieurs pour SQLite, pour Oracle, pour SQL Server, etc., PostgreSQL, peu importe le système de gestion que vous voulez. Généralement on trouve ces pilotes sur divers sites, puisque ce n'est pas en fait natif et intégré directement à la machine virtuelle, et vous allez comme ça pouvoir retrouver un petit peu tous ces outils-là. Moi par exemple, généralement je prends ça sur le site ici Mavenlib, c'est bien pratique, il y en a plein d'autres, Normalement vous faites une recherche, vous cherchez MySQL JDBC, SQLite JDBC, et vous retrouverez tout un tas en fait de pilotes disponibles, plus ou moins à jour, plus ou moins performants, c'est comme tout, mais je ne vais pas vous faire un cours sur les pilotes JDBC pour Java ici, ça n'a pas d'intérêt. Tout ce qui est important, c'est d'avoir des pilotes qui sont suffisamment à jour, d'accord, et surtout de récupérer le fichier sous format jar, d'accord. On va récupérer une archive Java, c'est important, qu'on va ensuite intégrer directement au niveau de l'application. Moi, je les ai téléchargés en avance. Vous voyez que j'en ai pris une pour SQLite et j'ai un fichier jar pour MySQL qu'on verra en deuxième partie de la vidéo. Donc généralement, en fait, SQLite JDBC, et on arrive à retrouver assez facilement. Je pense que j'ai dû prendre celui-là d'ailleurs, novembre 2022, qui doit être. Faut vérifier que la version est assez à jour. Et normalement, on est tranquille. C'est celui-là que j'ai pris. Donc c'est la version 3.40 au moment où j'ai fait cette vidéo. Si vous avez une version plus récente, tant mieux. Et après pour MySQL, peu importe aussi, JDBC, normalement c'est la version CJ qui est à jour au moment où, en tout cas, je vous parle. Après, je ne sais pas forcément si elle était disponible là, quoique. Alors ça c'est 1.15, 1.17, c'est pas celle-là que je voulais. Après, on en a plein, on en a vraiment plein. Je sais même pas laquelle il m'a mis, parce qu'évidemment on l'aurait pas forcément toujours le même. Mais j'avais pris une version en tout cas qui était bien sous MySQL 8, ce qu'il fallait en tout cas minimum. Donc vous pouvez retrouver ces versions-là, sinon vous avez toujours possibilité de faire MySQL JDBC, et c'était la version de Xerial, il me semble, normalement qui était directement sur GitHub. Vous devriez récupérer le fichier jar dans les releases. Voilà, il est ici, éventuellement. Donc c'est ça. En plus d'ailleurs, oui, je vois que moi j'avais repris MySQL Connector. Peut-être pour ça que je le trouvais pas. Donc peu importe le pilote que vous utilisez, l'intérêt c'est qu'il soit avec la bonne version du système de gestion, ça va de soi. Et après, ça se joue sur les performances, etc. Donc ça c'est du chipotage. Vous verrez entre vous si ça vous intéresse. Pour voir. Ah non, c'était pour SQLite d'ailleurs. Celui-là, c'était pas pour l'autre. C'était pas pour MySQL. Et donc MySQL, j'ai dû prendre celui-là. Voilà, exactement. 8.0. Donc ça va très bien dans tous les cas, parce que je sais que des gens vont avoir des problèmes pour retrouver ces fichiers, que ça va être galère pour beaucoup de monde. Donc vous pouvez les récupérer dans la description de la vidéo exceptionnellement, je vous ai mis ces fichiers. Par contre, si vous pouvez les récupérer par vous-même, c'est mieux. Surtout si vous voyez cette vidéo 2 ans après sa publication, ces versions seront peut-être obsolètes et seront plus maintenues à jour. Donc c'est bien d'avoir quelque chose qui est le plus récent possible, en tout cas. Ceci étant dit, la parenthèse étant faite, on va pouvoir passer au code directement. Donc je résume.
J'ai mon pilote, je vais vous expliquer bien sûr comment on va le mettre en place par la suite, ça va être très très simple, surtout au niveau de l'exécution du programme. Ma base SQLite, puisque c'est celle-ci que je vais interroger. J'ai préparé une base MySQL également pour la suite, pour la deuxième partie, on reviendra dessus après. Donc là on va fonctionner d'une manière très facile. On va établir une connexion, avec un schéma bien précis suivant le système de gestion de base de données qu'on veut. Donc moi, dans la vidéo, vous apprendrez à le faire pour SQLite et MySQL. Si vous voulez faire pour d'autres, il faudra faire une petite recherche sur Internet et ça prendra 10 secondes à trouver la chaîne qu'il faut pour faire une connexion à Oracle. Et logiquement, si vous connaissez Oracle, par exemple, vous savez comment vous connecter à ce dernier, donc ça ne devrait pas trop poser de problème à ce niveau-là. Une fois qu'on a établi la connexion via un gestionnaire des pilotes, on n'a plus qu'à effectuer nos requêtes via différents outils et on verra un petit peu tout ça. Si vous avez bien suivi le cours SQL, ou en tout cas plutôt si vous programmez déjà, vous utilisez déjà des requêtes SQL dans d'autres langages, vous savez que l'aspect sécurité a son importance quand on va effectuer des requêtes et on va voir ça également. Donc ne vous inquiétez pas, on pensera un petit peu à tous ces éléments-là pour pas en oublier la moitié. Allons-y, on va écrire le petit code. On va déjà, je vais devoir importer pas mal de paquets au fur et à mesure. Ça va être principalement java.sql. quelque chose. On va commencer par connection, on va les faire dans l'ordre alphabétique, je les rangerai en tout cas dans l'ordre alphabétique. Et ici on va préparer la connexion, et elle va se faire sur driver manager get connection. Et c'est lui qui va en fait nous permettre de faire la connexion complète. Alors, vous verrez peut-être plusieurs manières de faire. Il y a certaines personnes qui chargent directement le pilote, en fait la classe du pilote directement dans le code au préalable. Ici, vous verrez que c'est pas nécessaire que je vous montre en vidéo. Encore une fois, en informatique, c'est toujours pareil. Il n'y a jamais qu'une seule manière de faire les choses, mais je vois pas l'intérêt de vous montrer toutes les manières qu'il y a, déjà parce que je les connais pas toutes. Et on va à l'essentiel, en tout cas, avec ce qui fonctionne très bien, ce qui est à jour et qui fera le travail en fait par rapport à ce qu'on attend en fait au niveau de notre application. On a ça, et là pour SQL, ça va être assez simple, puisqu'on va noter généralement JDBC, le moteur en tout cas qu'on va vouloir utiliser, le pilote, donc nous on va travailler ici avec SQLite, et ici comme il attend un fichier en local, je veux dire c'est pas un fichier distance, pas comme MySQL, on va directement lui passer le fichier, comme il est ici au même endroit que mon application en tout cas, là où sera l'exécutable, j'ai dû l'appeler base, c'est ça, oui, base.db. Et voilà comment que ça se passe. Donc il établit une connexion, et c'est toute cette classe-là. On n'a pas besoin de savoir comment elle fonctionne, comment elle fait pour faire la connexion. On sait qu'elle le fait, elle est prévue pour ça. Et comme ça, on a la connexion qui est établie à ce niveau-là. Bien évidemment, comme on n'a aucune assurance, en fait aucune garantie que la base de données existe, que la connexion est possible, qu'on a les droits, etc., tous les traitements qu'on va avoir faire vont devoir être sécurisés puisqu'ils pourront déclencher des exceptions. Donc au plus simple, sauf si après vous avez un code beaucoup plus conséquent, mais ça va pas être le cas dans cette séance. Donc moi je vais tout mettre dans un block try, après à vous bien sûr d'adapter pour avoir quelque chose d'un peu plus efficace, mais n'oubliez pas, toujours traiter les exceptions, c'est important. Il peut m'arriver de pas forcément le faire systématiquement, comme je vous avais dit, pour chaque cas au niveau des vidéos, pour pas les alourdir, mais ça doit être fait vraiment systématiquement de votre côté par la suite. Donc là on peut avoir éventuellement une SQL exception. Alors ce qu'on fera, je sais pas moi ce qu'on va faire, println éventuellement, plutôt d'afficher toute la trace des erreurs, peu importe, c'est au moins d'avoir ça. Et SQL exception bien sûr, il faut l'importer aussi pour que ce soit géré, sinon de toute façon le compilateur nous râlerait sûrement dessus pour nous dire qu'il n'a pas retrouvé, il ne connaît pas ce symbole là. Voilà, la connexion est établie, c'est classique. On verra qu'après, quand on passera à MySQL, on aura très peu de code à modifier. Vous allez voir, c'est là tout l'intérêt, comme on a vraiment une API, l'avantage c'est qu'après, elle fonctionne avec n'importe quel système de gestion de base de données, sans devoir en fait prendre un nouveau code différent pour chaque système. Et c'est encore une fois l'intérêt de la programmation, ici de la programmation orientée objet, et c'est là on va en faire vraiment usage, vous allez voir en pratique ce que ça donne, et à quel point ça peut être efficace justement. Une fois que ceci est fait, il nous faut l'état, ce qu'on appelle le statement, si on emploie les termes anglophones, pour avoir en fait l'état de la requête, si vous voulez, de l'état de ce qu'on va faire au niveau de la base de données. Donc pour ça, on a un statement justement, je vais appeler ça STMT, puisque c'est généralement comme ça qu'on l'appelle. Après, vous appelez ça comme vous voulez. On l'importe aussi, puisque c'est une classe en particulier dont on va avoir besoin et qui va nous servir à beaucoup de choses. Et à partir de là, depuis notre connexion, on crée ce dernier. Voilà, comme un constructeur, en fait, c'est une fabrique, mais peu importe, on fait une création directement de statement, et on a comme ça ce qu'il nous faut. Maintenant qu'on a ce dernier, à partir de lui, donc STMT ici, ma variable là, on va pouvoir effectuer une requête très simplement.
Donc là, je rappelle ici, petite base de données de produits, il y a des identifiants, bon, on s'en fiche, des noms, des prix sous forme de flottant, et une quantité sous forme d'entier. J'ai essayé de faire des types différents pour que ce soit un peu plus intéressant au niveau de l'affichage par la suite, et que vous ayez comme ça plus de choses ici. Pour cela, ici, dans ce cas particulier, on a une requête qui va retourner des résultats. Et donc, on veut récupérer ces résultats dans un jeu de résultats. Et ici, on va avoir un result set. Result set, je vous le donne en 1000. Il faut bien évidemment l'importer aussi. Voilà. Et à partir de là, petite requête. Et STMT. Comme d'habitude, je vous ai dit, on part toujours de celui-ci. Rappelez-vous, on est parti de la connexion. C'est pour ça que la connexion est nécessaire. On sert de cette connexion pour créer ce statement. Et à partir de là, on va pouvoir effectuer une autre requête avec tout un tas de fonctionnalités que propose ici statement. On a en particulier execute query qui va permettre d'exécuter une requête directement. Donc là, la requête va être très simple. Je la passe directement ici en argument. Je passe pas par une variable intermédiaire. Pas besoin. Et je vais mettre, moi je préfère mettre en majuscule par habitude, select étoile from product. Simple requête qui va lister l'ensemble des enregistrements de ma table. Donc pratique. Alors, attendez, est-ce que j'ai mon téléphone? Parce que si ça sonne en plein milieu de la vidéo, ça va être compliqué. Voilà. On a la requête qui est prête. Et normalement, bien sûr, bon, si ce n'est pas le cas, on aura des exceptions qui sont déclenchées éventuellement, ou simplement pas de résultat. Ça vraiment, si vous voulez compléter un petit peu les vérifications, à vous de le faire, il n'y a pas de problème. Nous, on va à l'essentiel encore une fois. Mais une fois qu'on a ça, on a normalement récupéré des résultats ici, qu'on va pouvoir afficher. Et là, ça agit comme pour les collections, ce qu'on avait expliqué précédemment, on va retrouver des itérateurs. C'est-à-dire qu'on va avoir un itérateur sur l'ensemble des enregistrements qu'on a récupérés, et on va pouvoir les parcourir, on va pouvoir donc les afficher et faire tout le reste. Donc ça, c'est bien pratique. Pour cela, le plus simple, vraiment le plus simple sans se prendre la tête, c'est de se dire, tant que le jeu de résultats finalement a quelque chose, d'accord, à lire, donc next, on pointe sur next, donc il y a un enregistrement existant, et bien on va l'afficher. Alors je vais mettre des accolades ici pour vous, pour la lisibilité. Habituellement je ne fais pas forcément des variables à chaque fois, mais là ça va être mieux. Je vais récupérer les éléments que je vais afficher de ma base de données, de tous les enregistrements, dans des variables intermédiaires, comme ça sera plus lisible, et je vous invite à le faire si vous avez du mal à vous retrouver quand vous faites de l'affichage, etc. Par exemple, vous voyez que là j'ai product name, et à la rigueur on peut déjà commencer à afficher ça. Donc on va le récupérer, product name, et on va avoir plein de méthodes en Java pour pouvoir le faire. Notamment depuis res, c'est depuis le result set. Donc ici, comme c'est une chaîne de caractères, je le récupère là-dedans, je vais faire name, et j'appelle depuis res la méthode getString. Et vous avez ça pour chaque type. GetArray, getFloat, getDouble, getInt, etc. etc. Donc c'est vraiment très pratique, c'est logique en fait à utiliser. Et bon, vraiment c'est pas compliqué. On arrive à trouver la logique et on trouve ça très cohérent finalement encore une fois avec le reste. Là c'est le nom de la colonne, plus pratique, product name, ça évite de passer par des indices, etc. où on a de fortes chances de se tromper. Donc personnellement je privilégie largement de passer par les noms de champs, les noms de colonnes en tout cas dans votre table. Et à partir de là, je veux dire, bon, vous savez afficher une chaîne de caractères normalement à ce stade. Si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant. Et j'ai envie de dire, on fait ça. Terminé. Terminé, une fois qu'on a pensé à couper la connexion. Alors la connexion, elle est à fermer une fois que vous avez terminé tous les traitements que vous vouliez faire. Donc, petite méthode close. Moi, il n'y a pas grand-chose comme code, donc je peux l'arrêter ici. Mais peut-être qu'on aurait d'autres choses à faire. Donc, bien sûr, c'est à faire dans la bonne partie. On pourrait faire un bloc finally, d'accord, si on veut, comme si on a fait un bloc try, et initialiser la connexion ici avant un nul. Personnellement, moi, je l'évite au maximum aussi. Je préfère directement initialiser. Mais c'est au choix. Encore une fois, normalement, à ce stade, vous savez pas mal de choses en programmation. Donc, vous pouvez décider de vous-même qu'est-ce qui vous semble le plus efficace, le plus adéquat pour telle situation, tel contexte. C'est à vous de choisir, de faire un choix. Et il n'y a pas de problème. Donc voilà. Comme ça, vous aurez tout qui est en place. On va pouvoir passer à de l'affichage. Donc je vais aller ici. Il est temps. J'ai la base SQLite qui est prête ici. Et on va pouvoir compiler. Ça, c'est classique. Ça ne change pas. S'il y a des erreurs, le compilateur le ferait savoir. Mais là, on a fait visiblement tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de problème. Et maintenant, à l'exécution, on va indiquer dans le class path de pouvoir en fait inclure ce fichier-là, parce qu'il va devoir travailler avec, puisque je vous rappelle qu'on l'utilise comme pilote pour pouvoir faire nos requêtes, donc c'est important qu'on l'ait. Donc là, je vais ici écrire Java
class path, et ici on va indiquer le chemin en fait de ce que nous avons. Donc là, ce ne sera pas compliqué, on va pouvoir faire le chemin qui est là, alors, le fichier s'appelle main, et là il y a une petite particularité qui va changer suivant que vous êtes sur Windows ou GNU Linux et macOS. Si vous êtes sur Windows, c'est un point et un point virgule. Si vous êtes sur GNU Linux, donc une distribution, ou macOS, vous mettez des 2 points. Et encore une fois, vous savez que Java est portable, donc il n'y a pas de différence sinon par rapport à ça. Je mets ça, et là on s'embête pas à tout copier à la main, sinon on va faire des erreurs aussi. Je prends tout le nom du fichier et l'extension qui va avec, on colle, et normalement c'est bon. Donc on pourra en indiquer plusieurs, mais là on n'a qu'une seule chose, donc on n'a pas de concaténation d'éléments, c'est juste pour indiquer que dans le ClassPath, on doit ajouter ce fichier jar pour qu'il soit pris en compte à l'exécution. Encore une fois, on aurait pu faire ça autrement, charger en amont le pilote et ne pas ici l'inclure à l'exécution. Moi je préfère comme ça, et on se prend pas la tête, et ça marche très très bien. En tout cas, si on n'a pas oublié de télécharger ce qu'il faut. J'actualise, non, je valide la commande, et vous voyez qu'on a bien l'ensemble des noms des objets, alors des articles assez, vous voyez que c'est un mélange d'articles assez divers et variés qui sont affichés ici dans le terminal. Et je peux compléter ça comme je veux. À tout moment, si je veux en plus récupérer le prix, eh bien vous avez, comme je vous disais, des méthodes pour chaque type. getFloat, on regarde le nom du champ, product price, voilà, et après, je vais mettre vendu au prix de, et ici, price, et voilà. On recompile, on exécute, et on a l'ensemble qui est affiché, ça fonctionne très bien, et là, bon, c'est niveau basique de ce qu'on a vu dans les toutes premières vidéos de Java, donc il ne devrait pas y avoir de complications à ce niveau-là. Donc vous voyez, c'est très simple. Si on résume, on établit la connexion avec le bon pilote, on crée ce qui va servir de curseur, en fait, ce statement avec lequel on va travailler, à partir de la connexion qu'on a établie, et ensuite, dans ce cas précis, puisqu'on a besoin de faire une requête ici de sélection qui va donc récupérer des résultats, on récupère ça dans un result set, et ensuite, on a tout ça. Si jamais vous voulez faire une requête qui ne retourne pas de résultat, vous allez donc rien récupérer, sauf éventuellement un entier, mais ça ne nous intéresse pas, parce que c'est une méthode qui va récupérer un entier, et ce ne sera pas execute query qu'il faudra utiliser, mais execute update. On le fera éventuellement après sur un cas, quoique en fait on peut le faire déjà là. De toute façon que je le fasse là ou avec MySQL, ça reviendra exactement au même, donc on va le faire ici. On va reprendre chaque étape, donc la connexion, statement, et ici on va insérer un nouvel objet. Ça quoi, je ne veux pas forcément le faire à ce stade, mais pourquoi pas, on va faire ça à ce stade. Ou alors j'essaie de faire en fait plus simple, parce que je ne veux pas faire une trop grande requête, on le fera pour MySQL. Je vais faire un... une mise à jour. Update, products, set name égale... qu'est-ce que je peux mettre comme nom? Laitière, where... Ouais mais le nom il est trop long aussi. On va passer par une variable. C'est juste pour vous, pour que ce soit plus pratique à lire. La requête. On va supprimer. Select products. Donc supprimer les produits dont, parce que je ne veux pas tout supprimer, la quantité est égale à 15 par exemple, donc ça va virer la carte graphique, désolé pour ceux qui voulaient. Where égale 15. J'ai ça, évidemment. Je n'ai plus ça, donc vous voyez que là, j'ai ma requête, bon je l'inclus directement, là ça revient au même. La seule différence c'est que j'utilise la méthode execute update et non plus execute query. Je n'ai donc pas de retour de... Il n'y a pas de result set, je peux l'enlever même, commenter pour le moment. On ne récupère pas de jeu de résultat. On doit bien fermer la connexion à la fin, ça n'empêche pas. Et puis après, vous validez s'il n'y a pas eu de problème ou quoi que ce soit. Produit supprimé quoi. Voilà. Alors, je n'ai pas indiqué d'autres infos à l'écran, mais on va le voir de toute façon, comme je passe par un logiciel. Vous allez voir ça. J'ai...
Oula, mais ça va aller, hein. Tout va bien. Voilà, produit supprimé, je sais pas pourquoi j'ai inventé des commandes, tout va bien, j'ai complètement zappé. Ouais, un trou de mémoire, j'avais pu faire de requêtes JNet en SQL. Ok, donc là, on est ici, petite actualisation. Et voilà, le produit a bien été exprimé de la base de données, donc ça fonctionne. Et vous avez comme ça cette méthode. Donc c'est simple, hein. Vous avez execute query pour quelque chose qui doit retourner, une requête qui doit retourner un résultat que vous allez vouloir exploiter, ou execute update si vous n'avez pas de résultat qui est retourné. Dans ce cas-là, la requête se fait simplement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Avant de passer, quoique non, on peut passer à MySQL et après on passera à l'aspect sécurité pour terminer, on va faire dans ce temps-là plutôt. Comment changer de système de gestion de base de données? Très simplement. Donc je vais reprendre ma requête select, parce que j'ai pas envie de supprimer tous les objets que j'ai, sinon c'est dommage. On va remettre tout. Hop. J'aime bien le delete, ouais, comment j'ai galéré. J'ai noté 2 trucs qui n'existent pas, mais tout va bien. Ça arrive, hein, ça arrive. Ok. Voilà, donc on a ça, petite requête de sélection, on récupère les objets, on les lit. Bon, ici je vais faire plus simple, hein, on va hop, faire ça comme ça prendra moins de place en tout cas à l'affichage. Et on va changer de système de gestion. Vous allez voir, c'est très compliqué, très compliqué. Donc là évidemment il faut que je sois connecté, hein, mon serveur est lancé, hein, voilà, vous avez appris tout ça dans le cours SQL et si vous n'êtes pas à jour, ça vous de le faire. Je vous montre ici, j'ai évidemment fait la même table avec les mêmes produits pour pas que ce soit compliqué, pas que ce soit confus pour vous au niveau de la vidéo. Donc tout simplement une table product et ça fonctionnera très bien aussi. On est là-dessus et là par contre ce qui va changer c'est ça. Littéralement on va juste changer le pilote sur lequel se connecter. Donc là, la commande est un peu plus longue. Je vais vous l'écrire déjà en commentaire, ensuite je la mettrai, parce qu'elle risque de se mettre sur 2 lignes, ce qui ne sera pas forcément des plus lisibles pour vous. JDBC, ça ne change pas. Les 2 points, cette fois-ci c'est MySQL. Les 2 points, // je suis connecté, donc le nom d'hôte, moi je suis en local, donc c'est localhost. Le numéro de port, c'est normalement 3306, le port par défaut. Si vous aviez un autre port éventuellement pour MySQL, votre serveur, ça vaut de voir hein, au niveau de vos configurations ce que vous aviez mis. Mais logiquement, le port par défaut, c'est celui-ci. Ensuite, on a la base. Moi, j'ai appelé ça comment? FV Database. Ouais, j'avais gardé ce que j'avais fait dans le cours, justement. Voilà. On va pas utiliser de SSL. Et ensuite, le mot de passe. Enfin, en tout cas, ça, c'est plutôt le... C'est la chaîne de caractères pour la connexion avec le bon pilote. Déjà ça. Donc premier argument, on va déjà faire ça. Ensuite, le nom d'utilisateur et le mot de passe, en fonction de ce que vous avez. Donc en local, c'est classique, de toute façon, c'est pas connecté à l'extérieur, donc il n'y a pas de problème. Et vous avez normalement la connexion qui est établie. Je ne change rien, parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est une API, donc tout est cohérent et tout fonctionne de la même manière, est uniforme, peu importe le système de gestion de base de données que vous interrogez. On a un statement, on fait une requête, sauf qu'ici, c'est une query, hein, pas une update. D'ailleurs, oui, j'avais pas complètement fait les retours en arrière. Voilà, le code est plus complet ici. Execute query, je récupère donc une petite requête sélection, et tant qu'il y a des résultats à lire, on met dans des variables intermédiaires et on affiche le nom et le prix des différents articles en tout cas qu'on a. Pas de problème à ce niveau-là. On y va. Donc voilà, juste changer la connexion, comme vous voyez, je me suis juste occupé de ça. Et vous pouvez faire exactement la même chose. Alors surtout pas ça, il faut que je revienne ici. Je recompile, ça c'est pareil. Et ici, je pense que vous avez compris la logique. C'est forcément plus le même pilote, puisqu'on est sur MySQL. Donc moi j'ai récupéré celui-ci, vous en aurez peut-être un autre si vous en avez trouvé un autre, peu importe. On l'inclut, on exécute, et voilà le programme qui s'exécute en interrogeant ma base de données MySQL. Donc on a changé de système de gestion de base de données en changeant littéralement une chaîne de caractères. Donc ça, c'est vraiment le côté très efficace, comme je vous ai dit. Vous n'aurez qu'à apprendre, et vous voyez que c'est pas... Je pense pas que ce soit complexe, soit handicapant, parce que ce sont des noms, vous voyez, s'il y a une certaine logique, on fait la connexion, on crée un statement, ensuite on fait sa requête, etc. Donc c'est assez logique, c'est assez cohérent. Et après, une fois que vous savez le faire pour un type de système de gestion de base de données, vous pouvez le faire pour les autres, et ça marche très bien aussi. Et ça, c'est vraiment super pratique. Voilà pour ça. Avant de terminer cette vidéo, on a un dernier point à voir, l'aspect sécurité, puisque là nous sommes sur des requêtes classiques, et on pourrait avoir à passer des éléments, et c'est pour ça que je n'ai pas fait la requête tout à l'heure de modification. Là on va la faire, et vous allez comprendre, entre guillemets, le souci qu'il y avait, parce que je voulais plutôt garder ça pour après. Ce que je veux faire, ici,
donc c'est pas un result set. De nouveau, on va faire ça. Je vais faire une mise à jour. Donc je rappelle que si vous faites une delete, c'est pareil. Alors je sais que ça peut être trompeur, ça à la rigueur, c'est ce que je peux reprocher, c'est qu'ils ont appelé ça execute update. On aurait tendance à penser que c'est la méthode à utiliser quand on fait une requête update uniquement, sauf que non. C'est une requête qui va mettre à jour la base de données, sous-entendu, on ne récupère pas des résultats. D'accord ? Execute query quand vous avez des résultats qui sont retournés, execute update quand il n'y a pas de résultats retournés. Tout ce que vous avez à savoir. Et ensuite, product set name égale. Et là, je mets un petit joker. Point d'interrogation. Where product name égale un autre point d'interrogation. Je remets le bon nom du champ. Donc, petite révision SQL rapide. Je vais mettre à jour dans la table des produits le nom d'un produit par quelque chose. On ne sait pas encore quoi à ce stade, dont le nom de produit actuel est quelque chose. Donc là, vous voyez, on a ce qu'on appelle deux jokers, deux points d'interrogation, et on va pouvoir injecter des valeurs. L'intérêt, c'est que si les données là sont récupérées, admettons, d'un utilisateur depuis un formulaire, depuis la ligne de commande ou que sais-je, que la personne ne puisse pas tenter des injections SQL, c'est-à-dire d'écrire des caractères bien précis pour pouvoir en fait effectuer une injection SQL et donc en fait exploiter une vulnérabilité au niveau de l'écriture de vos requêtes. Pour cela, quand on interroge une base de données SQL, on utilise des requêtes préparées. On prépare la requête, on injecte les données qu'on veut via des méthodes, notamment du langage de programmation qu'on utilise. Comme ça, on est sûr qu'on a les bons types de données formatées comme il faut. Et ensuite, on exécute la requête tranquillement et on est sûr qu'il n'y a pas de problème. On va, pour faire des requêtes préparées, avoir besoin de faire quelques modifications. Et je vous invite dans tous les cas plus tard, quand vous voudrez faire interroger une base de données, à utiliser exclusivement des requêtes préparées, sauf si vraiment vous ne faites que des requêtes dont les paramètres éventuels que vous passez sont des paramètres par exemple de vous. C'est-à-dire que voilà, ils ne proviennent pas d'un utilisateur tiers et donc ne peuvent pas être une attaque potentielle en fait sur votre base de données. Donc vraiment, tout ce qui vient de l'utilisateur, tout ce qui vient de l'extérieur, depuis un fichier, un réseau, peu importe, ne faites jamais confiance à ces données et utilisez toujours des requêtes préparées dans ces cas précis. Là, le petit changement qu'on va avoir, c'est au lieu de faire un statement, on va créer une requête préparée. Donc on ne va pas créer un statement, on va préparer un statement. Donc pour ça, on va avoir, il est ici, prepared statement. Donc je ne mets pas l'autre parce qu'on ne va pas le réutiliser pour terminer la vidéo. Donc c'est ça, je ne change pas le nom de la variable comme ça, on ne se prend pas la tête. Et ici, prepare statement. Donc là, il y a un petit peu de changement de code pour faire des requêtes préparées, contrairement au changement de pilote ou en tout cas LGBD. On a un petit changement ici. Je vais faire ça. Ok, bon, ça, on va pas l'avoir de toute façon. Ici. Et là, on va avoir de la modification aussi. Déjà, vous voyez, bon, j'ai fait ma connexion. J'ai préparé le statement, ça ne change pas. Et ici, dans le statement, on va passer notre requête. On ne va pas avoir en fait la requête comme on l'avait tout à l'heure ici. Donc cette requête, elle vient là. Vous voyez la différence. Alors j'aurais pu la mettre dans une variable intermédiaire, mais bon, donc c'est pour ça que je l'ai écrite tout à l'heure telle quelle en vous la dictant. Comme ça, je peux la copier-coller facilement et modifier par la suite. Donc ça, je vais l'enlever. Et voilà comment ça se passe. Prepare statement. Depuis la connexion, je prépare statement et en passant en argument la requête avec tous les petits jokers qui seront les endroits en fait où on va remplacer par une information. Et là, par cette partie, vous avez tout un tas de méthodes pour le faire. Les méthodes vont provenir de STMT. Et attention, elles sont très compliquées à retenir. Tout à l'heure, on avait vu les méthodes getString, getArray, getInt, etc. pour les résultats récupérés. Et bien là, vous allez avoir les setters, donc les mutateurs, l'inverse avec set quelque chose. Ici, ce sont que des chaînes, l'un et l'autre. Donc je vais faire setString. Ici, c'est le premier joker de ma requête préparée. Donc c'est premier indice. Je passe ça en premier argument. Et là, vous voyez, je peux formater comme il faut. C'est le compilateur qui vérifiera en fait la cohérence et l'intégrité des données. Et donc, pas de risque d'injection SQL possible en écrivant du code tel quel. Et là, c'est de dire, changer le nom d'un objet par... On va changer lequel on va changer le Nikon D5600. Voilà. On va le changer. Je sais même pas si on va mettre un autre modèle, mais... qu'est-ce qui pourrait être à 1049? Un PC éventuellement. On va mettre un PC, pas grave. Ordinateur portable, allez, Lenovo. On ne peut pas dire qu'on fait du placement de produits, parce que vu le nombre de marques qui sont citées dans cette vidéo, il faudrait m'envoyer beaucoup de chèques pour faire de la pub. Donc là, voilà. Et ensuite, deuxième partie,
pareil, c'est une chaîne de caractères que je vais injecter. Donc ça, vous voyez, je mets 1 parce que ça correspond au premier joker, premier point d'interrogation dans ma requête préparée. Et là, je mets 2 parce que c'est le deuxième. Voilà, vraiment, pas de complication à ce niveau-là. Comme c'est une chaîne, je le formate sous forme de chaîne de caractères. Et ici, alors oui, c'est ça, donc le nom actuel, et je veux modifier Nikon D5600. Donc attention de bien respecter le format, sinon il ne va pas trouver l'objet, parce que ça ne correspondra pas. Voilà. Donc là, il va modifier le nom de Nikon D5600 par ce nom-là, dans la base de données, en tout cas si les choses sont faites correctement. Et une fois que ça c'est fait, on a préparé la requête, on a injecté les données pour que ça remplace tous ces petits points d'interrogation, donc ces jokers, par les valeurs là, pour protéger des injections SQL, et bien vous n'avez plus qu'à effectuer votre requête. Et là, soit vous avez des résultats récupérés et c'est un result set comme tout à l'heure, elle va execute query, donc c'est exactement la même opération que tout à l'heure, sauf qu'on ne mettrait rien en argument de la méthode. Et là, comme on n'a pas de résultat récupéré, et bien je peux directement faire stmt.execute update, comme ceci. Donc je rappelle, s'il y a des résultats récupérés, ça reviendrait comme tout à l'heure, ça ferait quelque chose comme ça, query, et sauf que là, vous n'auriez pas la requête ici comme tout à l'heure, puisqu'elle a été préparée en amont, ici, tout simplement. Je remets tout ça, hop, et normalement, on est bon. On compile, on exécute, et on vérifie en base de données si ça a bien modifié. Je rappelle ça par ordinateur portable, Lenovo, et ce n'est pas le cas. Ah ah! Parce que je suis en MySQL, je ne suis pas sur SQLite, donc c'est normal, tout va bien. On refait la requête. Donc vous voyez là on avait Nikon D5600, je refais une requête select, et ça, le numéro 5 a bien été changé par ordinateur portable Lenovo. Donc je ne sais pas si vous gagnez au change, 1049,99 € à vous de voir, ou autre chose que j'ai pas précisé, c'était des euros ou des dollars, même si dans le texte tout à l'heure j'avais marqué euros. Mais au moins la requête a été effectuée. Et c'est tout. C'est tout ce que vous aviez à savoir. Encore une fois, si vous avez d'autres types, si par exemple vous avez un entier intégré, eh bien vous avez la méthode setIn, si c'est un flottant, c'est setFloat, etc., etc. Voilà, il n'y a vraiment pas de complications à ce niveau-là. C'est du classique et vous n'avez rien à savoir de plus pour pouvoir effectuer des requêtes classiques, donc ce qu'on appelle le CRUD, create, read, update, delete, ou d'autres d'ailleurs éventuellement. Vous pouvez bien sûr, comme vous êtes censé avoir appris SQL, eh bien faire des requêtes avec d'autres arguments, d'autres clauses, des limites, des group by, n'importe quoi, encore une fois, parce que de toute façon, ça comprendra parfaitement ici SQL. Ça utilise le pilote qui va bien, donc si le pilote est bien à jour avec les requêtes que vous faites, il sera compatible avec ce dernier et ça fonctionnera de manière transparente en Java et vous pourrez l'utiliser au sein de vos applications. Petite particularité pour terminer cette vidéo, c'est que ces outils-là, généralement, à moins que ça se mette à jour par la suite, parce que je dis ça peut évoluer par rapport au moment où j'enregistre cette vidéo, utilisent les types date et time qui sont, la majeure partie des cas, pour beaucoup de leurs méthodes, de leurs constructeurs, obsolètes ou dépréciés. Vous avez vu, quand on a abordé les dates et les temps ensemble, on a travaillé avec local date, local time, et non plus avec seulement la classe date, la classe time. Eux vont travailler avec cela, parce qu'il y a encore quelques constructeurs qui sont valides, en tout cas à ce jour. Donc bien sûr, si par la suite vous voulez récupérer une date et la formater avec datetime formateur comme on a fait précédemment dans d'autres vidéos, eh bien, il faudra éventuellement créer une local date à partir d'un date ou d'un time, suivant ce que vous voulez faire, local time, ensuite formater comme vous avez appris à le faire dans les séances précédentes, et vous pourrez comme ça faire un affichage de date qui sera au format SQL, donc généralement pareil, année-mois-jour, etc. Et le formater par exemple en heure française si ça vous intéresse, ça fonctionnera aussi, puisque tout ce que vous avez appris avant peut vous servir également ici en SQL au niveau des dates et des temps. Donc c'est des choses comme ça, rien de nouveau en fait, vous pourrez réutiliser toutes ces compétences, ces connaissances que vous avez acquises au fur et à mesure, ici également au niveau de la manipulation de bases de données en Java. Je vous dis à bientôt pour la suite, on a encore d'autres, il nous reste deux chapitres, deux parties à voir pour finir ce cours de Java, le réseau et les interfaces graphiques. C'est les deux gros chapitres, ensemble de vidéos, parce qu'on ne va pas faire ça en une seule vidéo pour chaque, à faire, et le cours de Java sera terminé. Donc maintenant on va passer à d'autres petites choses. Bien sûr, il y a des tutoriels qui viendront s'ajouter en annexe, parce on peut parler de plein d'autres choses encore dans ce langage qui n'ont pas été abordées jusqu'à présent dans le cours. Mais au niveau du cours, c'est ce qui nous reste à voir pour la suite. Le réseau, les interfaces graphiques, et on pourra faire la vidéo de conclusion habituelle et en terminer là avec la partie en tout cas cours sur la chaîne. A bientôt, s'il y a des questions, des petits problèmes avec ce qu'il y avait ici, n'hésitez pas. Encore une fois, pour récupérer les deux pilotes, récupérez-les au niveau de la description de la vidéo si jamais vous ne les trouvez pas, parce que je sais d'avance que des gens vont galérer avec ça. Mais sinon, essayez de trouver des versions à jour
pour être, on va dire, le plus efficace possible. Et je vous dis à bientôt, en tout cas pour la suite de ce cours. Ciao!